En règle générale, vous savez, les enseignements sont assez élogieux vis-à-vis du Barça, même s'il y a aussi des points négatifs que je note souvent. Mais aujourd'hui, la vidéo des 5 enseignements, ça va être quand même pas mal de négatifs. Même s'il y a du positif, je vais en parler durant cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On est posé à froid, on va revenir sur ce qui s'est passé hier, ce match totalement insensé, cette victoire du Barça face à Benfica. Alors, déjà, avant même de rentrer dans le vif du sujet, il y a quelque chose que beaucoup, moi-même, j'ai oublié de mentionner dans mon débrief hier, c'est que sacrée équipe quand même, hein, Benfica. Sacrée équipe. Une équipe extrêmement compliquée à jouer. On est témoin, on sait de quoi on parle parce que cette équipe nous a déjà fouetté par le passé sous Koeman. Voilà, le Benfica, aller jouer chez eux là-bas, c'est un stade extrêmement difficile. Ça, j'avais complètement zappé de le dire parce qu'on a tendance à penser que voilà, si tu fais un mauvais match, c'est juste parce que toi t'es nul. Non, tu peux faire un mauvais match aussi parce que l'adversaire est du niveau Ligue des Champions. Et c'est ce qu'on a vu hier. Donc franchement, un gros match de Benfica. Ils ont su défendre, ils ont su attaquer quand il faut. Ils auraient même pu marquer plus de buts, ils étaient beaucoup plus réalistes. Mais le Barça s'en sort grâce à des buts venus d'ailleurs et un scénario totalement fou. Le premier enseignement de ce qui s'est passé hier, les amis, c'est que pour moi, Hansi Flick est un fou furieux, c'est un détraqué. Ce mec-là n'est pas normal. Et ce, dans le positif comme dans le négatif. Pourquoi déjà dans le négatif? C'est parce que cette ligne du hors-jeu, là, lorsqu'elle fonctionne, je suis pas en train de vous dire là qu'il faut tout remettre en question. Attention, écoutez ce que je vais dire. En fait, sa ligne du hors-jeu, elle est un peu kamikaze, ça on le savait. Ce résultat qu'on a vu hier, là, 5-4, moi je pense pas que le score dérange Flick. Moi je pense que ça va être plus la manière qui va le déranger. Parce que ce qu'on a vu hier, c'est un match flickien, quelque part. Cette défense haute, lorsque c'est pas maîtrisé avec des joueurs dont le profil ne matche pas avec le style, c'est du suicide. C'est kamikaze. C'est kamikaze. On va se dire la vérité, c'est kamikaze. Et il n'a suffi que l'incorporation d'un seul joueur pour chambouler cette ligne qui se comprenait à merveille. Araujo a fait son retour et tout de suite on voit que l'alignement est catastrophique en fait. Ils se comprennent pas, il n'y a pas d'automatisme, même dans les relances, voilà. En fait, cette ligne du hors-jeu, faut qu'elle soit... Même on le voyait, hein, vous vous rappelez, même avec Inigo Martinez au début, les 3-4 premiers matchs de Liga, c'était perfectible, c'était pas aussi maîtrisé. C'est parce qu'ils ont joué ensemble, ils ont enchaîné des matchs, que c'est devenu une ligne beaucoup plus cohérente. Même si ça encaissait des buts à cause parfois d'un hors-jeu de mauvais alignement, mais derrière c'était quand même beaucoup plus maîtrisé que ce qu'on a vu là contre le Benfica. Et ça me pose la question de Araujo en fait. Je sais pas si Flick compte absolument l'imposer parce que c'est un des capitaines, mais voilà, si Christensen est de retour, on sait que balle au pied, c'est 5 étages au-dessus de Araujo. C'est un joueur, un bon défenseur aussi, qui est bon dans les airs, qui sait défendre. Moi je pense qu'au bout d'un moment, va falloir essayer si Araujo continue à être un handicap comme ça, balle au pied, mais maintenant sans ballon. Parce que moi, Araujo, les souvenirs que j'ai de lui, c'est que sans ballon, il est capable de te sauver des actions individuelles. Mais même là, il rassure de moins en moins. J'ai moins cette impression-là de joueur quasiment impassable que tu ne réussis pas à éliminer. Ce joueur-là que tu ne peux pas avoir sur un centre. Il lisait bien les trajectoires des ballons, mais là... si en plus il commence à mettre des CSC, là il est un peu sur la continuité de ça, parce qu'il y a beaucoup qui oublient la saison dernière en dehors du PSG, même s'il a fait de bons matchs, quelques bons matchs la saison dernière, mais la saison dernière, la grande partie de la saison de Araujo, elle était ratée. Je me rappelle de son match contre le Celta Vigo où il se trouve complètement, pas mal de matchs où il passe à côté. Et là il est un peu sur la continuité de ses prestations demi-teinte de la saison dernière. Donc ça là c'est pas possible. Si on veut avoir une défense cohérente qui n'encaisse pas 4-3 buts par match, il va falloir améliorer, échanger pas mal de choses. Maintenant, ce que j'aime dans cette folie de Flick, c'est qu'on parle là d'un coach qui voit son équipe mener 3-1, 4-2 d'ailleurs, il me semble au bout d'un moment, et il fait des changements aussi adaptés au match. Il voit que voilà, là il faut changer des choses, Lamine Yamal n'est pas dans son match, il va falloir le sortir, il a besoin de passer un système à 3 derrière, il me semble. Il a apporté les changements nécessaires, non seulement pour égaliser, mais je pense que Flick, il avait en tête pourquoi pas de gagner ce match, même si je ne pense pas qu'à 4-2, il voyait son équipe gagner le match. Mais les changements qu'il fait, c'est pour faire bouger les choses. Il voit pas, il subit pas, il laisse pas les choses se passer, se dire que voilà, son équipe, en l'état, ils vont renverser les choses. Il voit quelque chose qui ne fonctionne pas, il essaie d'y remédier. C'est logique.
c'est son boulot. Mais franchement, c'est la première fois depuis très longtemps que je vois des changements qui ont un effet aussi rapide sur le scénario d'un match au Barça. J'ai vu le Barça remonter des scores, c'est déjà arrivé avec pas mal de coachs, même sous Xavi la saison dernière contre le Celta Vigo. Mais là, l'effet des changements que ça a eu sur le déroulé de la fin du match, plus de présence dans la surface, parce qu'Eric Garcia, on a tendance à l'oublier, mais c'est un mec qui est très bon de la tête, Eric Garcia. Malgré sa taille, il a marqué pas mal de buts de la tête avec le Barça. Il savait que de jouer petit bras comme ça, faire du hand devant la surface du Benfica, ça n'allait pas apporter grand-chose. Donc il a mis plus de présence, plus de joueurs de tête dans la surface. Ça a contribué à déstabiliser cette équipe de Benfica vers la fin. Faudrait revoir, mais la prise de risque de la part de Flick était totalement assumée, parce qu'il avait gardé, je pense, Lewandowski là, parce que c'est un mec bon, normalement censé être bon de la tête dans la surface. Il a rajouté Ferran Torres pour plus de présence offensive, et derrière il a sorti Lamine Yamal. Je pense qu'il a mis Rafinha en piston droit. Donc ouais, le changement tactique là qu'il a opéré, c'était audacieux et ça a payé derrière. Ça, c'est un peu fou parce que ça a totalement chamboulé, je veux dire, le système, l'animation de son équipe en deuxième période. Je sais même pas à quoi ça ressemblait, mais parfois tu as besoin de cette folie-là pour faire bouger des choses. Maintenant, la troisième chose, là, c'est encore une fois, c'est négatif, c'est un peu, voilà, les montagnes russes, mais ça me permet de faire la transition sur le deuxième enseignement par rapport à hier. C'est dans cet excès de folie-là, de Flick, va falloir qu'on parle de Szczesny. Parce que, qu'on soit bien clair, les amis, pour moi, Szczesny est un bon gardien lorsqu'il est dans sa surface de réparation et qu'il doit faire des arrêts. Je pense que c'est un gardien qui va pas se prendre des buts où on se dit, voilà, là quand même, une petite bourde parce que faute de main, etc. Non, il va rarement se prendre des buts comme ça. Je pense que c'est un gardien sûr devant sa ligne. C'est un gardien classique, en fait. Par contre, et c'est là où moi je peux dédouaner Szczesny, c'est qu'on lui demande de faire des trucs qui ne sont pas, en fait, ses qualités de base. On lui demande de faire des trucs qui le dénaturent tellement que lorsqu'il les fait, ça paraît ridicule, en fait. Lorsque tu vois Szczesny sortir à 40 mètres de ses buts pour... Pardon. Je revois l'image encore dans ma tête. Bref, lorsqu'on voit Szczesny sortir comme ça, percuter Baldé, on voit très bien que c'est pas naturel. Il n'a pas l'habitude de faire ça. On le sort beaucoup trop de sa zone de confort. Et donc, par rapport à nous, ce qu'on veut faire, versus ce que lui, il sait faire, il y a un décalage. Le gap est immense. Donc, la question peut se poser entre Iñaki Peña et Szczesny. C'est peut-être Szczesny le meilleur gardien, je veux dire, en termes vraiment de qualité de gardien. C'est peut-être Szczesny sur la ligne, dans la surface, le meilleur. Mais dans ce que le Barça veut faire, veut appliquer, à mon humble avis, je pense que Iñaki Peña est beaucoup plus adapté. Parce que c'est un gardien qui sait justement lire ces trajectoires-là. C'est un gardien qui est habitué à faire ça. C'est beaucoup plus facile pour lui. C'est beaucoup plus naturel de sortir de ses cages pour intercepter des ballons, pour ne pas faire la grosse bourde là que Szczesny viennent de faire avec Baldé. Et c'est pas la première fois, c'est déjà arrivé lors du Classico, il a pris un rouge. Donc, je sais pas, va falloir qu'on tranche, que Hansi Flick tranche, parce que c'est une situation qui est un peu dommage. Je l'ai déjà dit ici, si on pouvait fusionner les qualités des deux gardiens, ben on aurait le gardien parfait pour le Barça. Ben, malheureusement, les qualités de l'un sont les défauts de l'autre, et vice-versa. Du coup, c'est compliqué, il va falloir faire un choix. Mais je ne pense pas, honnêtement, en l'état, les équipes ont su que pour battre cette ligne du hors-jeu, il va juste falloir balancer pour les milieux qui partent de derrière. Et si ton gardien il n'est pas alerte, comme Peña l'est souvent, ben, tu as des situations où tu te fais transpercer comme ça, surtout si la cohésion défensive avec Araujo n'est pas au beau fixe. Donc ouais, je pense qu'il va falloir trancher par rapport à ça, mais il faut l'adresser. La troisième chose à retenir, le troisième enseignement par rapport au match d'hier, les amis, ça c'est assez positif, c'est parlons s'il vous plaît de Monsieur Pedri. Et je ne parle pas que du match d'hier, parlons de la saison de Pedri. Parce qu'on a tendance à oublier, à vite passer dessus, parce qu'il enchaîne les masterclass. Mais je suis désolé, on ne peut pas s'endormir sur ça. On ne peut pas s'endormir sur des performances pareilles à chaque 3 jours. Ce n'est pas normal. Moi, j'ai limite, là, c'est pas bon ce que j'ai fait, ce que je fais, mais j'ai limite pris pour acquis ce que Pedri y fait. Dans les statistiques, il n'est pas du tout récompensé, parce que souvent, sa bicrave, ses passes décisives. Mais la saison que Pedri est en train de réaliser, je n'ai pas peur de le dire encore une fois, c'est le meilleur milieu de terrain au monde. En termes de niveau et de régularité, il n'y a absolument personne qui s'assoit à sa table. Bien sûr, il y a d'autres milieux qui sont extrêmement forts, qui ont eu des pics vraiment très élevés, qui ont fait de très bons matchs, qui ont enchaîné de bons matchs.
Mais dans la régularité depuis le début de la saison jusqu'à aujourd'hui, pour moi, il n'y a personne qui s'assoit à la table de Pedri. Absolument personne. Le Barça a raté pas mal de matchs ici. À aucun moment, Pedri n'est passé à côté. Aucun. Dans la pire des situations, on le fait monter d'un cran en numéro 10, là où il est un peu moins à l'aise parce qu'il a moins de contrôle sur le ballon. Mais il fait pas un mauvais match, c'est juste qu'il est moins influent. Il est moins utile lorsqu'il est plus haut. C'est un peu du gâchis lorsque tu le fais jouer là, mais il fait pas un mauvais match lorsque tu le mets là. C'est du gâchis. Mais à chaque fois qu'il joue là, beaucoup plus bas, en ayant une sorte d'influence comme ça sur le jeu, il est injouable. Injouable, caviar sur caviar sur caviar sur caviar. Il contrôle le temps, il contrôle le tempo, il contrôle tout. Le match se joue à son rythme. Vous savez, j'étais sur le point de vous faire un top 10 des meilleurs joueurs du Barça, un classement, vraiment un top 10 ou un top 7, un top 8 des meilleurs joueurs du Barça depuis le début de la saison. Je voulais qu'il y ait beaucoup plus de matchs, qu'on voit pas mal de choses avant de juger. Je compte vous la faire cette vidéo, hein, je compte toujours la faire. Et je pense qu'à ce moment-là, si je l'avais faite, beaucoup me seraient tombés dessus par rapport au classement que j'aurais donné à Pedri. Mais je vais encore attendre peut-être une semaine pour vous faire cette vidéo-là. C'est au moment du match contre les Young Boys de Berne, lorsque le Barça avait gagné, que je voulais vous sortir cette vidéo-là. Et pour moi, Pedri, c'était top 3, top 2, voire top 1, le joueur du Barça. Mais je vais vous faire encore une fois ce classement bientôt, et on verra si on est d'accord ou pas sur le classement général. Mais Pedri, je vous le spoil un peu, j'imagine que vous savez déjà où est-ce que je vais le ranger. Peut-être pas premier, peut-être premier. Je ne vais pas vous gâcher la surprise, mais je vous sortirai la vidéo. C'est pour vous dire à quel point Pedri est l'alpha et peut-être même l'oméga de cette équipe-là. On parle beaucoup de Lamine Yamal, on parle de Rafinha avec sa saison. Je vais en faire lui aussi une vidéo bientôt. Des buts de Lewandowski, même s'il est dégueulasse. Mais Pedri... Au-delà de l'importance qu'il a dans le jeu du Barça, ce que Pedri apporte, et pas qu'au Barça, c'est au football, ce qui se perd de plus en plus, c'est de l'esthétisme, c'est de l'élégance, c'est de la magie en fait. Ce qu'on perd de plus en plus, on voit ces joueurs robotiques là, Pedri, c'est de la magie pure. Lorsque Pedri il a le ballon, l'élégance qu'il dégage, ses gestes, lorsqu'il se retourne avec le ballon, comme il caresse le ballon. Je vais pas rentrer dans des trucs trop bizarres parce que ça va aller dans une ambiance assez... Bref, on est là pour parler de foot à la base, mélangeons pas tout, parce que je vous connais, vous allez tout de suite faire des amalgames ici, on va continuer. En tout cas, ça me fait plaisir de voir Pedri à ce niveau-là. Et si ses partenaires pouvaient convertir les caviars qu'il donnait à chaque fois, ça lui ferait du bien en termes de statistiques parce que, ouais, on est dans un monde où, ouais, les stats, ça compte, malheureusement, pour beaucoup. On avance avec le quatrième enseignant de la soirée d'hier, les amis. C'est que c'est ce type de soirée, en fait, qui te font basculer aussi une saison. Je dis pas par là que le Barça va forcément gagner la Ligue des Champions ou même renverser la Liga ou quoi que ce soit. Vous connaissez ma position de toute façon par rapport au championnat. Pour moi, c'est mort. S'ils veulent me faire mentir, qu'ils le fassent. Franchement, je ferai mon mea culpa avec grand plaisir. Mais des victoires comme celle d'hier, c'est des victoires qui te forgent aussi une certaine mentalité par rapport à des situations bien précises. Je dis pas par là que ça y est, t'as retrouvé ton mental et tout, parce qu'on a déjà vu le Barça faire des remontadas et s'écrouler derrière dans d'autres matchs, ne pas réussir à le faire. Ce type de victoire-là a pour objectif de te faire croire en toi-même, de te dire que, en fait, je suis capable de faire ça. Même lorsque je suis pas bon, je suis capable de faire basculer dans les matchs, en fait, dans quelque chose de tellement délirant, dans quelque chose qui n'a absolument aucun sens, de gagner lorsque tous les pronostics me donnent comme perdant. Juste avoir ce mindset-là. Vous savez, la force du mental, ce que ça peut faire dans un match, dans une compétition pour des joueurs, le nombre de matchs qui se perdent ou qui se gagnent juste par le mental, c'est à l'infini. Donc lorsque tu réussis à te convaincre toi-même que tu peux déplacer des montagnes, lorsque tu vois que là, tout le monde te voit comme perdant et que tu réussis à renverser des situations pareilles, tout est possible en fait. Absolument tout est possible. Même lorsque les scores seront à ton désavantage, tu pourras toujours te dire si je ne baisse pas les bras, ouais, il y a moyen que je puisse renverser des matchs. Ou alors, ce match-là, il m'a l'air compliqué, je suis pas dans une bonne forme, je peux quand même le gagner. Tout ça, ça participe à forger quelque chose pour la suite de la saison. Maintenant, on verra s'ils réussiront à capitaliser dessus. On a vu qu'ils n'ont pas réussi à capitaliser sur leur bon début de saison en Liga. Ils peuvent s'écrouler derrière, que ce soit physiquement ou autre. Mais au moins, ils savent ce dont ils sont capables. Par rapport au début de saison, ce qu'ils ont fait lors du début de saison en championnat, ils vont se poser au bout d'un moment, lorsque ça va mal se passer, ils vont se dire,
ce qui se passe actuellement, c'est pas ça la norme. Je suis capable de faire largement mieux. Je suis capable de déplacer limite des montagnes lorsqu'il le faut, lorsque tout le monde me voit perdant. Donc espérons que cette victoire-là ait un effet vraiment positif pour la suite de la saison du Barça, que ça reste dans la tête des joueurs, que malgré les difficultés dans ce match-là, malgré les buts gag, malgré les actions de clown que tu as eu à offrir à l'adversaire, bah, derrière, tu réussis quand même à remporter ce match dans les arrêts de jeu. J'espère que ça a resté dans la tête des joueurs parce que ouais, ça c'est un mindset qui peut t'amener très loin. La cinquième chose que je veux retenir, vous savez, il y a beaucoup qui s'attendent à ce que je parle de Rafinha. Rafinha, je vous ai dit, je prépare une vidéo vraiment spéciale par rapport à lui. C'est le héros du match hier. Il marque sur une action totalement gag et puis derrière il marque ce but exceptionnel en fin de match. Même si voilà, il fait pas un grand match, on va pas se mentir. Rafinha, lui aussi du déchet, il rate des choses, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Rafinha, j'aurais également pu parler du problème qu'on a avec Lewandowski devant. Dans le jeu, c'est extrêmement nuisible. Mais peut-être que tout ça, ça rentre en fait dans mon observation pour ce cinquième enseignement, c'est le problème des blocs bas. On a vraiment beaucoup de mal face à de vrais blocs bas qui savent coulisser. Et on l'a vu contre Retafe, même si le Barça se procure des occasions, on a du mal. On l'a vu là, encore une fois, contre Benfica, une vraie équipe niveau Ligue des Champions qui arrive à mettre en place un vrai bloc bas, on a du mal. Et l'une des raisons pour lesquelles on a du mal, c'est parce qu'on est moins clinique. Ça, c'est une chose. En parlant de Rafinha, Rafinha, il y a une grosse occasion en première période. Je ne sais pas comment il fait pour pas la cadrer. C'est pas la première fois. Contre Retafe, il a 2 grosses occasions aussi. Il ne les met pas au fond. Quand on perd contre l'Atlético Madrid, il ne met pas au fond des occasions cruciales aussi. Donc ces détails-là comptent en fait. Lorsque tu n'es pas clinique dans des matchs comme ça où la réussite n'est pas forcément là et que tu as du mal, ben oui, tu te rends les matchs compliqués. Heureusement que Rafinha, il sort une grosse fin de match qui lui permet au Barça de gagner. En fait, l'efficacité, ça a un impact de fou lorsque les matchs sont serrés comme ça. Donc, ouais, l'issue, je veux dire, des matchs du Barça dépendent aussi de l'efficacité des 3 de devant. Lamine Yamal, on ne l'attend pas forcément à la finition, même si je pense qu'il va s'améliorer avec le temps, il a que 17 piges. Mais dans la production, lui aussi, c'était pas très ça hier. Donc, il y a une combinaison, c'était pareil hein, contre Retafe. Il y a une combinaison de tout ça, avec Lewandowski aussi, qui n'arrive pas à combiner, qui sert pas à grand-chose. À chaque fois qu'on est dans des petits espaces, en fait, c'est compliqué. Et si la solution venait de derrière, parce qu'on a vu que Pedri, il forçait les choses, grâce à lui que certains buts arrivent, grâce à sa créativité, tout ça. On a vu aussi l'entrée de Frenkie de Jong. J'en ai pas parlé dans le débrief hier, parce que c'était à chaud, les choses se bousculaient dans la tête, mais l'entrée de Frenkie de Jong, elle est très intéressante par rapport à ça. Parce que balle au pied, Gavi, lorsqu'il y a des espaces, il est assez intéressant, il coulisse, il sait apporter du danger et tout, mais en termes de création, c'est pas du même niveau que Pedri, on le sait. Frenkie de Jong, pour une fois, je l'ai vu assez intéressant depuis le début de la saison. Son match contre le Betis, sauf que c'est une configuration différente, était très intéressant aussi. Là, face à un bloc bas, je l'ai trouvé encore une fois à son aise. Il a permis au Barça de se créer des occasions lui aussi. Donc, est-ce que la solution ne viendrait pas de derrière? Mais de toute façon, il va falloir que les 3 de devant step up. Face au bloc bas, tu peux pas avoir autant de déchets, ne pas réussir. Lamine Yamal, par exemple, si tu tentes des dribbles dans des zones à risque et que tu perds le ballon, tu mets ton équipe directement en danger. Donc, là où Lamine Yamal, d'habitude, il est assez fort intellectuellement, il sait à quel moment dribbler, à quel moment essayer et faire des passes en retrait pour ne pas s'enflammer. Contre Retafe et contre Benfica, il a fait les choses un peu à l'envers dans le jeu, même s'il n'a pas été dégueulasse à 100%. Hein. Là, on est un peu dur avec lui parce qu'il nous a habitués à beaucoup plus. Rafinha, dans la faculté à être clinique et à perdre des ballons aussi, dans les petits espaces, Lewandowski, j'en parle pas. Et donc, là, j'ai parlé de la solution par rapport à Frenkie de Jong potentiellement, s'il peut revenir à son niveau de manière constante, mais aussi et surtout, Lewandowski, si jamais Olmo pouvait enchaîner 2 matchs sans se blesser, parce qu'on a vu Olmo dans les petits espaces, c'est intéressant à ce poste de faux numéro 9. Dans les faces au bloc bas, peut-être que tu as besoin de ça. En tout cas, j'espère que Flick trouvera la solution. Mais si toutes les équipes commencent à poser de gigabus et qu'on ne réussit pas à trouver la solution et qu'on se fait contrer derrière à chaque fois, on est friable, ça va pas le faire. Donc j'espère que malgré la victoire d'hier, je pense que ça sera le cas. Flick va quand même noter les points négatifs pour les améliorer parce qu'il y en a eu pas mal. On va pas se laisser submerger par les émotions, par l'euphorie de la victoire, du match complètement fou d'hier. Il y a quand même pas mal de choses qui n'ont pas été. Voilà. Donc, c'était mes 5 enseignements par rapport à hier, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas,
laissez-le moi savoir grâce à un pouce bleu. Abonnez-vous. N'oubliez pas de vous abonner. Beaucoup ne sont pas abonnés. Je vous vois dans les commentaires. Même lorsque vous commentez, je le vois. Abonnez-vous. Partagez aussi la chaîne dans vos groupes d'amis sur les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, etc. Et puis on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Les amis, prenez tous soin de vous et à très vite.